Chers auditeurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir en direct. Nous recevons Christophe Oberlin, qui est professeur de médecine et chirurgien, à l'occasion de la publication de son dernier livre aux éditions Éric Bonnier, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. En 2002 a été créée et entrée en fonction la première cour pénale internationale de l'histoire, compétente, responsable en tout cas, pour tout ce qui touche aux crimes de guerre. À cette cour pénale internationale ont adhéré 123 pays. Cette cour a instruit depuis 20 ans, donc depuis 2002, un certain nombre d'enquêtes. Il faut savoir, c'est un point important, que les décisions d'instruire, c'est-à-dire d'enquêter officiellement, ces décisions appartiennent au procureur de cette cour. La décision d'ouvrir récemment une enquête sur les crimes commis dans l'État de Palestine a fait l'effet d'une bombe. Et c'est le thème de cette émission ce soir. Nous allons évoquer la genèse de cette enquête et de cette décision du procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les crimes commis dans l'État de Palestine. Et nous l'évoquons grâce au livre de Christophe Oberlin qu'il vient de publier aux éditions Éric Bonnier, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête. Christophe Oberlin, bonsoir. Bonsoir Thierry Delcourt, merci de votre invitation. Eh bien, merci d'être avec nous ce soir en direct, en ce studio, malgré les temps un peu difficiles que nous vivons. Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes un témoin privilégié du terrain palestinien, et ce depuis plus de 20 ans, et particulièrement un témoin de Gaza, où vous vous rendez régulièrement pour opérer notamment dans les hôpitaux de cette ville. Nous vous avons reçu avec plaisir d'ailleurs, et à plusieurs reprises. Tout d'abord en 2018 à l'occasion de la publication de votre livre consacré aux chrétiens de Gaza, livre, il faut le préciser, qui a reçu le prix littéraire de l'œuvre d'Orient, que vous avez publié là encore aux éditions Éric Bonnier. C'est important de le préciser, je le dis d'ailleurs aux auditeurs en toute simplicité. Vous avez des prises d'opposition que les auditeurs commencent à connaître, que nous allons évoquer ce soir. Vous êtes très engagé dans la défense de la cause palestinienne et notamment des Gazaouis. Parce que les Gazaouis vivent dans des conditions extrêmement difficiles, parfois même épouvantable, lorsque Israël mène ses guerres offensives. Et je crois qu'il est important de mentionner que l'œuvre d'Orient n'aurait pas décerné son prix à quelqu'un qui ne soit pas respectueux des gens. Trop souvent, on a tendance à assimiler la critique de l'État d'Israël, de certaines de ses actions, à de l'antisémitisme. Et il est bien évident que ce n'est absolument pas votre cas. Et si ça avait été votre cas, jamais l'œuvre d'Orient ne vous aurait décerné ce prix. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un commentaire, puis nous poursuivrons votre présentation si vous le voulez bien. Oui, juste un commentaire. Ça fait 20 ans, effectivement, plus de 19 ans que je fais régulièrement des conférences, je participe à des émissions, j'ai écrit presque 7, 8, 9 livres, je ne sais plus. J'ai écrit plusieurs dizaines d'articles. Et c'est clair que si, à travers tous ces documents, toutes ces vidéos qui sont disponibles, si j'avais eu un caractère un peu sulfureux, il y a longtemps qu'on me l'aurait rappelé. Vous consacrez le premier chapitre de votre livre à une petite histoire du droit international et la naissance de la Cour pénale internationale. Nous allons y revenir. Je souhaitais quand même vous poser les questions traditionnelles parce que je pense qu'elles sont importantes. C'est d'abord la raison pour laquelle vous écrivez ce livre et comment l'avez-vous écrit? Parce que vous avez été un acteur quand même de cette affaire. Alors la raison elle est simple, c'est que quand on est un médecin, un bon médecin, et j'espère en être un,
c'est en tout cas l'image qu'on me renvoie, on ne s'attache pas simplement à sa pratique, on s'attache à l'ensemble de la santé. Et c'est vrai que depuis 20 ans que je soigne des enfants qui ont des handicaps très sévères liés à des blessures de guerre, ça fait 20 ans que je pense que tout ça ne devrait pas exister et que la solution n'est évidemment pas dans la médecine, la solution est dans la prévention. Et la prévention, c'est le droit. Donc c'est clair que je m'intéresse beaucoup au droit depuis un certain nombre d'années. Je constate d'ailleurs l'étendue des similitudes entre la médecine et le droit. C'est-à-dire que la médecine, comme le droit, lorsqu'une jurisprudence a été donnée, lorsqu'une maladie grave a été soignée avec succès, on franchit une étape et on s'appuie sur cette première étape pour construire la suite. Et donc, je suis vraiment très à l'aise pour débattre, si c'était l'occasion, avec ceux qui critiquent la Cour pénale internationale en se plaignant de sa lenteur, etc. Elle a construit des étapes qui sont des étapes irréversibles. Et l'annonce d'une ouverture d'enquête, je dis bien l'annonce, car l'enquête n'est pas ouverte, mais l'annonce a été faite qu'une enquête allait être ouverte. Eh bien, cette annonce d'une ouverture d'enquête fait suite à 5 années de travail dont il existe des traces écrites que tout le monde d'ailleurs peut consulter sur le site de la Cour pénale internationale. Et j'ajoute que l'une des langues officielles de la Cour pénale, c'est le français. Donc vous pouvez même consulter en français tous ces documents. Comment avez-vous écrit ce livre ? Alors, j'ai écrit ce livre auquel je pensais depuis longtemps. Je l'ai écrit pendant la période du Covid de mars, donc en mars-avril. Et je l'ai écrit sous la correction. Vous voyez, si un journaliste écrit un livre sur la médecine, par exemple, je pense qu'il est bon qu'il fasse relire ce livre par un très bon médecin, très spécialisé dans le sujet abordé. Là, c'est le cas. Là, il s'agit de l'avocat Gilles Devers, qui, en même temps, est l'un des principaux avocats accrédités à la Cour pénale internationale sur le dossier palestinien. Et donc, tout ce qui est écrit sur le plan juridique dans ce livre a été strictement revu par lui. Pourquoi avoir voulu créer une Cour pénale internationale alors qu'il y avait déjà ces conventions de la Haye sur les lois et les coutumes de la guerre, et dont une qui était consacrée aux civils et à leur protection? Pourquoi y a-t-il besoin d'une Cour pénale internationale permanente qui siège en permanence avec un budget, un certain nombre de personnes qui y travaillent? Écoutez, à partir du moment où il y a une loi, il faut qu'il y ait des tribunaux pour la faire respecter. Et on pourrait même ajouter, ce qui manque derrière, après les tribunaux pour faire respecter la loi, c'est la police pour faire appliquer. Vous voyez, donc ça fait partie de l'avenir. Cette Cour pénale internationale, elle est tout juste majeure. Vous voyez, elle a 18 ans. 18 ans. Donc on peut lui pardonner un certain nombre de choses. Et en particulier, de ne pas avoir pu traiter jusqu'au bout un certain nombre de dossiers, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qu'il faut dire en tout cas, lorsqu'on examine scrupuleusement le travail de la Cour, globalement, si vous voulez, il y a eu un premier procureur qui était Luis Moreno Campo, qui a été, il faut le dire, une catastrophe, car il ne présentait ni les caractères éthiques, ni les caractères de compétences adéquat avec le statut de Rome, ce que le statut de Rome exige en principe pour ce poste, alors que la deuxième procureure, Fatou Bensouda, au contraire, est en train de faire un travail remarquable. Et c'est quoi ce statut de Rome que vous venez d'évoquer à plusieurs reprises? Le statut de Rome, disons qu'on a réuni dans une période assez courte, vous voyez, c'était quelques semaines, 2 mois, je crois, on a réuni un certain nombre d'acteurs des tribunaux pénaux précédents, des spécialistes, des professeurs de droit, et on leur a demandé d'établir tout simplement un statut pour cette Cour pénale internationale. Et ce statut, il faut bien le reconnaître qu'il est tout à fait correct, qu'il est tout à fait bon. Pour en dire un mot, il a institué la Cour pénale internationale comme un organe indépendant du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ne confondons pas en particulier l'Assemblée générale des États membres de la Cour pénale internationale. Les 5 n'ont strictement aucun rôle à jouer au niveau du tribunal. Je dirais même qu'il y a davantage d'indépendance à la Cour pénale internationale que dans la Cour, dans les différents tribunaux de notre propre pays, puisqu'on sait que l'avancement des juges, la hiérarchie, la nomination des procureurs, tout ça dépend du pouvoir politique.
ce qui n'est pas forcément à jeter complètement, mais c'est un autre débat. En l'occurrence, à la Cour pénale, vous avez 18 juges qui ont été proposés par leur pays, et les juges sont totalement indépendants, en particulier de l'ONU. Alors, le patron, le chef de cette Cour pénale internationale, donc créée en 2002, cour à laquelle d'ailleurs n'adhèrent pas tous les pays. Il faudra que nous revenions sur ce point important. D'ailleurs, un certain nombre de pays se sont opposés à sa création. Parmi eux, les États-Unis, Israël, la Chine, la Libye, l'Irak et d'autres 7 au pays total. encore. Seulement 7, quand même. 7, c'est pas beaucoup sur 189 pays. 7, c'est peu. Mais déjà, les États-Unis, c'est quand même un gros poids lourd. Et la Chine aussi. Pour les États-Unis plus la Chine. Ça peut être un avantage. On le verra tout à l'heure. Finalement, les États-Unis n'y étant pas, ça élimine déjà un problème. Mais la Chine, bon. Qui est celui du financement. 18 juges qui élisent un procureur, qui est le dirigeant de cette Cour pénale internationale. Il y a 163... C'est l'Assemblée générale, qui élit le procureur. C'est l'Assemblée générale, ce ne sont pas les 18 juges. Oui. C'est l'Assemblée générale avec un représentant, j'imagine, par pays. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Donc les 163 membres... Les 123 membres. Les 123 membres, pardon. Donc ceux qui ont rejoint cette Cour pénale internationale, ce sont eux qui désignent, à travers leur vote, comme une assemblée générale, le procureur. C'est ainsi que cela fonctionne. Vous avez évoqué que cette Cour pénale internationale était indépendante, était différente du fonctionnement que de l'ONU, par exemple, et notamment du Conseil de sécurité. Néanmoins, dans votre premier chapitre, vous précisez que les sanctions de la Cour pénale internationale ne peuvent pas s'appliquer contre un membre du Conseil de sécurité. Ah non, mais ce n'est pas les sanctions de la Cour, ce sont les sanctions de l'ONU dont je parle ici. C'est-à-dire que l'ONU, le Conseil de sécurité, peut décider de sanctions à propos de tel ou tel État. Ce ne sont pas les sanctions de la Cour. Non, ce n'est pas les sanctions de la Cour. Oui. La Cour, malheureusement, elle va juger, elle juge, et après, ce sont aux États membres de régler, de faire en sorte que le jugement aboutisse. Par exemple, si elle décide de vous mettre en prison, si vous êtes réfugié dans telle île du Pacifique, si cette île du Pacifique est membre de la Cour, elle se doit de vous livrer à la justice. Vous voyez, l'adhésion à la Cour pénale internationale donne tous les droits et tous les devoirs. Donc c'est un point très important. C'est là la force de cette Cour pénale. La deuxième force, c'est qu'elle se dirige contre les dirigeants. Ce ne sont pas les pays, vous voyez. Donc ce sont les personnes. Des personnes qui sont et les commanditaires, pas le troufion qui est au bout du fusil, vous voyez. Cela veut dire que les personnes, les dirigeants qui sont jugés, éventuellement condamnés, pourront toujours se réfugier dans les pays qui ne sont pas signataires. Oui, mais quand vous regardez ces pays, évidemment, il y a des grands pays comme la Chine ou comme les États-Unis, mais il n'y a pas que le jugement final qui compte. Il va y avoir tout ce qui sera passé avant, tout ce qui aura été dit, tout ce qui a été écrit. Et déjà, dans le mémoire, par exemple, de Fatou Bensouda, pour la décider, à la suite de laquelle elle a décidé d'ouvrir une enquête, il y a eu toute une série d'accusations dont on parle beaucoup, très peu dans nos pays, en particulier en Europe, mais beaucoup en Israël, parce que ce sont des accusations qui font mal, parce que évidemment, on sent toute la vérité qui sort de ces textes. Quelles sont les compétences de cette Cour ? Cette compétence de cette Cour, ils tiennent en un mot, ce sont les crimes de guerre. Crimes de guerre, c'est-à-dire, alors il y a toute une série de crimes de guerre. Le plus facile à imaginer, ce sont des attaques délibérées, intentionnelles contre les civils, mais il y a aussi toute une série d'autres crimes de guerre qui sont le crime de colonisation, le crime d'apartheid, l'utilisation d'armes interdites, le crime de siège, et vous voyez à quel point tous ces différents crimes vont trouver le fait, par exemple, de juger des combattants et de les condamner. Les combattants, dans une guerre de libération, ce sont des soldats, donc ils devraient être... c'est la 3e convention de Genève. À partir du moment où vous les mettez en prison avec vous êtes complètement hors la loi. Donc il y a énormément de dossiers qui vont être ouverts à cette occasion. On fait souvent le reproche à ce type de cour que justement c'est le tribunal des vainqueurs.
et qu'on retrouve en quelque sorte condamnés et emprisonnés les vaincus. Alors ça, c'est une réflexion historique, Monsieur Delcourt, c'est-à-dire que c'est effectivement le premier tribunal, le tribunal de Nuremberg, qui était un tribunal qui était nécessaire, mais il faut reconnaître que si on étudie ce tribunal, la façon dont il a fonctionné, il y a énormément de choses qui sont en dehors du droit, en particulier au niveau du témoignage. On ne va pas revenir sur Nuremberg, mais il y a des quantités de procédures qui ont été totalement illégales. Il n'empêche qu'il fallait qu'il y ait un tribunal. Il y a eu des condamnations, même s'il y en a eu très peu. Et puis on est passé à autre chose. Donc l'idée, c'est d'affiner progressivement les procédures. Et aujourd'hui, alors c'est plutôt le reproche inverse qu'on va faire. On va dire... La Cour, le tribunal a mis énormément de temps à rendre ses jugements. Ça a abouti à un certain nombre de relax, alors qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 5 ans, voire davantage. Et là, je dirais qu'au contraire, ça vient en faveur de la Cour, c'est-à-dire qu'on a jugé sur des pièces. Et ça, c'est un point très important, lorsqu'on n'est pas capable d'apporter des preuves indiscutables, des chaînes de preuves, eh bien, on ne peut pas juger et condamner quelqu'un, et en particulier dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Pour donner un exemple pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on amène au tribunal une vidéo montrant une manifestation violente, et puis qu'on s'aperçoit ensuite que cette vidéo a été prise au Kenya, vous voyez, ça, c'est pas une preuve, ça tombe complètement. Et c'est pour ça, et je crois qu'ils ont mis du temps en Palestine et à Gaza, en tout cas, avant de comprendre que réunir une chaîne de preuves, c'était un travail de professionnel qui était absolument indispensable si on veut voir aboutir des dossiers. Cette cour enquête, elle a un procureur, elle juge, elle condamne. Donc elle a ses propres enquêteurs ? Alors ça, c'est une bonne question. Comment est-elle structurée ? C'est une très bonne question parce que le bureau du procureur, c'est extrêmement limité, c'est 30 personnes. 30 personnes pour juger tous les crimes de guerre du monde entier qui viennent à la connaissance de la Cour. Donc vous voyez que lorsqu'on résume en disant... En les premières 10 années, je crois qu'il y avait eu 3-4 personnes qui avaient été condamnées par la Cour. Alors on multipliait le budget annuel et on disait que ça a coûté 13 milliards de dollars. C'est tout à fait faux de dire ça. 30 personnes. Parmi ces 30 personnes, il y a un petit défaut de compétence, en ce sens qu'il y a un maximum de juristes et très peu de policiers, voire pas du tout. Des enquêtes, il faut des policiers, vous voyez. Donc, si on veut que la Cour pénale fonctionne mieux, il faut du budget, il faut du personnel. Mais si vous regardez, par exemple, le profil de compétences des juges, la première fournée, si j'ose dire, puisqu'ils ont des mandats de 9 ans, la première fournée... Une grande partie, c'était des diplomates qui avaient été simplement nommés par leur propre pays. Si vous regardez le curriculum vitae aujourd'hui des 18 juges, vous voyez que ce sont des juges qui ont tous eu des responsabilités de cour pénale dans leur propre pays, ils sont beaucoup plus compétents. Autrement dit, elle a 18 ans, elle est juste majeure, la cour pénale, et ses pouvoirs d'enquête sont extrêmement limités en ce sens qu'elle n'a pas de police, d'où l'importance de la part des victimes d'apporter, je dirais, un travail tout fait. Et ce que fait Gaza depuis maintenant 2014, depuis 6 ans, qui apporte des dossiers extrêmement documentés. Cela veut dire qu'une plainte n'a de chance d'aboutir que si les personnes qui sont victimes de méfaits ont les moyens Absolument. D'apporter les éléments, les preuves à la Cour. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y a différents crimes, il y a différents types de victimes. Le crime d'apartheid, il n'est pas nécessaire d'en apporter la preuve à titre individuel lorsqu'il y a des lois, des textes de loi qui viennent de l'État d'Israël. Ce sont des choses qui sont assez faciles à plaider. Le crime de siège, le fait par exemple d'exploiter des produits de Cisjordanie, territoire occupé, tout ça, ce sont des choses qui ont des traces écrites. Par contre, en ce qui concerne les victimes individuelles, il est très important d'avoir une chaîne de preuves. Je vous donne simplement un exemple. Il y a eu un malheureux amputé des 2 cuisses, en fauteuil roulant, c'était à l'hiver 2017, si je me souviens bien, qui s'approche de la frontière avec un drapeau, il reçoit une balle dans la tête, il est mort. La première chose qui est sortie des médias israéliens dans quasiment l'heure qui suit, c'est
La balle était palestinienne. Si vous allez devant un tribunal, eh bien, il va falloir avoir une autopsie filmée en continu, la balle mise dans un pot sous-scellé, etc., etc. Les témoignages de la morgue et les témoignages des chirurgiens, que sais-je. C'est ça la preuve, si vous voulez. Donc, au niveau des plaintes individuelles, il y a un énorme travail à faire pour avoir des dossiers solides. Quand je parle de l'enquête dans le titre du livre, c'est l'enquête qui s'ouvre à la Cour pénale internationale. Je ne me permettrai pas de me poser en enquêteur. Bien sûr, bien entendu. Nous avons une réaction d'auditeur qui vous dit, Christophe Oberlin, que cette émission est très courageuse et il vous félicite pour vos propos. Je propose d'aborder cette histoire, l'histoire donc dans cette enquête qui aboutit tout récemment à la décision de la Cour d'ouvrir cette enquête donc sur les crimes commis c'est une décision, dans les territoires palestiniens. Oui. Pour rester très précis, pour ne pas tomber sous la critique, la procureure a annoncé sa décision qu'elle allait ouvrir une enquête. Voilà. Today I announce that following a thorough, independent and objective assessment of all reliable information available to my office, the preliminary examination into the situation in Palestine has concluded with the determination that all the statutory criteria under the Rome Statute for the opening of an investigation have been met. Et avant d'ouvrir cette enquête, elle a posé 2 questions à la Cour et nous en sommes là. Mais il ne fait pas de doute que l'enquête sera ouverte. Fatou Bensouda l'a dit, l'a écrit, et je dirais même qu'elle a prouvé en ce sens qu'elle a ouvert, par exemple, une enquête extrêmement difficile, qui est celle sur l'Afghanistan. Voilà. Alors, d'autres réactions d'auditeurs. Je souhaiterais savoir s'il y a des procédures d'appel prévues après des jugements de la Cour pénale internationale, et si oui, comment cela fonctionne. Par ailleurs, que pense votre invité de la couverture médiatique internationale du procès intenté contre Israël? On n'en entend pas beaucoup parler. Alors, 2 questions complètement différentes. Est-ce qu'il y a des procédures d'appel? Bien entendu. Je vais vous donner un exemple. Dans l'affaire de l'Afghanistan, Madame Bensouda a souhaité ouvrir une enquête. Et là, ça ne s'est pas fait à la suite de plaintes de victimes. Il n'y a aucune victime afghane qui a envoyé un dossier de plainte à la Cour pénale. Ça ne s'est pas fait à la suite d'une plainte de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pouvoir qui a été installé par les États-Unis et qui ne s'est absolument pas plaint de quoi que ce soit. Par contre, elle a eu suffisamment d'informations sur le dossier afghan pour penser qu'elle devait ouvrir une enquête. Mais lorsqu'elle ouvre une enquête de sa propre initiative, et non pas sur une plainte, elle est obligée de demander à la Cour. La Cour, la chambre préliminaire, lui a répondu « Non, on ne vous donne pas l'autorisation ». Ils ont argumenté sur le fait que ce n'était pas dans les intérêts de la justice. Ça, c'est une formule pour dire « Vous allez dans un cul-de-sac, vous n'y arriverez jamais, ne perdez pas votre temps et votre argent ». Madame Bensouda fait appel, et c'est allé devant la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a dit, eh bien écoutez, quand même, bien que ça soit un sujet difficile, vous allez avoir du mal, mais nous vous donnons l'autorisation. Donc en gros, à chacun des allers-retours, si vous voulez, vous avez une procédure d'appel. Si par exemple, la Cour, ou plutôt Mme Bensouda n'ouvrait pas une enquête, ce qui est totalement exclu, eh bien l'État de Palestine, qui a déposé plainte, pourrait faire appel. Donc il y a toute une série de possibilités d'appel, de pouvoir et de contre-pouvoir. Et sur la couverture médiatique? Alors, la couverture médiatique, je dois dire que c'est un sujet en soi, parce qu'effectivement, moi, je suis ça d'assez près, comme vous imaginez. J'ai mes mots-clés qui ressortent avec mes alertes. Et la seule presse à en avoir beaucoup parlé, c'est la presse israélienne. Alors, c'est assez intéressant de la lire, parce qu'effectivement, au tout début, vous voyez, il y a 9 mois, la presse israélienne racontait n'importe quoi, non pas tout simplement par incompétence au départ, parce qu'on confondait les assemblées générales, on confondait le droit de veto, on mélangeait tout. À partir du moment où on a compris que c'était un organe juridique indépendant, il y a toute une série d'affirmations fausses qui tombent. Et puis, très vite, le gouvernement israélien a mis le couvercle dessus. Ils ont décidé, M. Netanyahou a décidé que cette question de la Cour pénale serait discutée en cabinet restreint et non même pas en Conseil des ministres. Et donc, un couvercle a été mis dessus. Mais il n'empêche que la Cour continue à avancer, ses travaux continuent à avancer. Alors, Renaud Girard, qui est grand reporter au Figaro,
évoque, dans une chronique qui date du 22 septembre 2020, évoque cette décision de la Cour pénale internationale. Enfin, voici ce qu'il dit dans cette chronique. Par ailleurs, la Cour pénale internationale de la Haye, saisie par l'autorité palestinienne, devrait se prononcer bientôt sur sa compétence à poursuivre les dirigeants militaires et politiques israéliens sur des crimes de guerre qui auraient été commis à Gaza ou en Cisjordanie. Israël conteste à la fois le fond et la compétence de la Cour, car l'État hébreu n'est pas adhérent au statut de Rome et estime que la Palestine n'est pas un État au regard du droit international. Il serait contre-productif que la Cour pénale internationale cherche à faire arrêter les responsables israéliens au moment où il multiplie les traités de paix avec les États arabes. En vertu d'un accord de coalition, le Premier ministre d'Israël en 2022 devrait être l'ancien chef d'état-major de Tsahal. Le harceler judiciairement n'aboutirait qu'à le rendre plus intransigeant. La Cour pénale ne fait pas de politique. La Cour pénale ne fait que du droit. Et on cherche à tout prix à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire que ce serait la Cour pénale qui, reconnaissant l'État de Palestine, va définir les frontières, etc. Non. La Cour pénale a un seul objectif, c'est de traiter des victimes. Bien entendu que les concepteurs du statut de Rome n'ont pas prévu qu'il fallait qu'un pays soit adhérent au statut de Rome pour pouvoir être poursuivi. Ce n'est écrit évidemment nulle part, et c'est la raison pour laquelle une enquête est ouverte, par exemple, contre les États-Unis, entre autres, sur l'affaire Afghanistan. Sur l'affaire Afghanistan, ça sera les États-Unis, les talibans, les Européens, puisque des crimes de guerre dans le cadre du conflit afghan ont été commis sur le territoire européen. Donc, bien entendu, ce n'est pas parce qu'Israël n'est pas adhérent. Est-ce qu'on n'a jamais demandé à un criminel de reconnaître la légitimité du tribunal qui va le juger? Donc ça, en termes de droit, ça ne pèse rien. D'autre part, les Israéliens et ceux qui les soutiennent sur ce dossier accusent la Cour pénale de faire de la politique. Non, il ne faut pas faire de la politique. Ce sont deux parallèles qui ne se rejoignent jamais. Et en particulier, c'est pas parce qu'il y a des négociations ou qu'il n'y en a pas qu'on va ouvrir un tribunal ou qu'on va le fermer. Il y a des victimes, il y a des actes qui ont été commis, il y a des actes qui vont être jugés en matière de droit et rien que de droit. Il s'est passé 10 ans entre la décision du procureur Bensouda donc et la première plainte, la première tentative en quelque sorte de déposer une plainte qui ne s'est pas concrétisée, qui date elle de 2009. Je vous propose que vous nous racontiez ces différentes étapes, 2009 et puis après il y a 2014 et puis bien sûr 2018 et 2019. Je vous propose de commencer par la première plainte en 2009 et pourquoi cette plainte n'a pas abouti. Alors cette plainte en 2009 a été déposée juste après la guerre de l'hiver 2008-2009, une guerre que je connais bien puisque j'étais sur place à ce moment-là. Et donc quelques jours après la fin de cette guerre, au mois de mars, une plainte a été déposée. Alors, cette plainte a été déposée en vertu d'un article qui est le 12 alinéa 3, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée à la Cour pénale internationale. Déjà, on en a vu 2 depuis le début de cette émission. Celle où un État vient se plaindre, c'est le cas actuellement concernant la Palestine. Et puis, on a vu celle où le procureur décide d'elle-même d'ouvrir une enquête. On pourrait en ajouter une 3e, l'affaire de Côte d'Ivoire, qui s'est terminée par un fiasco, vous le savez, parce que c'est le Conseil de sécurité, c'est son seule action sur la Cour pénale, il peut demander d'ouvrir une enquête. Et d'ailleurs, c'est assez ironique de voir que ce Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents, dont 3 poids lourds ne font pas partie, ne sont pas adhérents à la Cour pénale, paradoxalement, ils ont le pouvoir de la saisir, vous voyez. Donc, quand on voit, par exemple, Kofi Annan a dit à un moment donné, l'ancien secrétaire général de l'ONU, la Cour pénale n'aura une réelle légitimité que lorsque 3 des 5 membres du Conseil de sécurité auront adhéré. Je crois qu'il faut dire exactement le contraire. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité n'aurait une vraie légitimité que si tous les membres avaient adhéré à la Cour pénale internationale. Donc, on a vu 3 portes d'entrée. En 2009, c'était une porte d'entrée de victimes. Donc, ça n'est pas d'une puissance extraordinaire. On a vu les limites de travail de la Cour pénale. Si c'est un État qui porte plainte, eh bien, il y a eu 8 ou 9 cas seulement depuis la création de la Cour pénale. Et il y a eu une ouverture automatique pratiquement à chaque fois. Vous voyez,
Donc, en 2009, Fatou Bensouda s'est tourné vers l'autorité palestinienne. Riyad al-Maliki, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas le ministre de la Justice, a gelé la plainte. Gelé, ça veut dire qu'elle n'est pas détruite. Il n'y a que ceux qui l'ont déposée qui peuvent l'annuler, mais la plainte a été suspendue. Et la même chose s'est reproduite en 2014. C'est l'attitude de l'autorité palestinienne, donc du Fatah ou de l'OLP, en quelque sorte, de geler cette première plainte en 2009, attitude qui va se renouveler après la guerre de 2012-2014. C'est difficile à comprendre pour quelle raison l'autorité palestinienne n'a pas appuyer les deux premières preuves. Les deux premières plaintes, pardon. Je crois que le mieux, j'ai débattu une fois avec Salman Al-Herfi, qui est l'ambassadeur de Palestine en France. Je crois qu'il faut l'inviter pour lui poser cette question. Je crois qu'il est assez gêné aux entournures. Disons que là, c'est la politique interne avec une autorité palestinienne basée à Ramallah, dominée par le Fatah, alors qu'en 2009, la Palestine était administrativement divisée en deux, comme aujourd'hui, avec une autorité de Gaza dirigée par le Hamas. Donc, d'une certaine façon, l'autorité palestinienne n'a pas souhaité que les victimes de la bande de Gaza trouvent justice. Et donc, ça a entraîné de très forts débats. Et en particulier en 2014, quand Riyad al-Maliki a à nouveau gelé une nouvelle plainte en plein milieu de la guerre, de l'agression de 2014. Mais on a du mal à comprendre. Alors, on a du mal à comprendre. Mais écoutez, il faut lire mon livre, je crois. Mais je vous pose la question pour que vous puissiez répondre aux auditeurs. Parce que c'est un point qui est important. Pourquoi l'autorité palestinienne, qui a la main sur la Cisjordanie, pas sur Gaza, bien entendu, a tant tardé à faire en sorte que cette plainte soit reçue, puisque en tant qu'État, l'autorité palestinienne doit porter cette plainte. Pourquoi elle a tant tardé à porter cette plainte et à adhérer au tribunal pénal international? Pour quelle raison? C'est un drame parce qu'elle aurait pu le faire beaucoup, beaucoup plus tôt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité palestinienne, c'est un espèce de corps intermédiaire entre Israël et les Palestiniens, qui n'a une totale légitimité, je dirais, ni d'un côté ni de l'autre, et qui est totalement dépendante d'Israël, dépendante des accords d'Oslo. C'est les accords d'Oslo qui ont créé l'autorité palestinienne, et donc les financements, notamment européens, qui viennent avec, c'est grâce à ces financements qu'il y a toute une série de représentations diplomatiques dans le monde entier, que les salaires des fonctionnaires de Cisjordanie sont payés, etc. Autrement dit, c'est un corps qui est... qui mange à tous les râteliers et qui ménage en particulier la partie israélienne. Et je dois dire que en faisant ce livre, je suis tombé sur quelque chose qui était bien connu, ce qu'on appelle les Palestine Papers. Comme il y a eu des Panama Papers, il y a des Palestine Papers. Il y a eu plusieurs milliers de documents qui sont sortis sur les négociations entre Israël et l'autorité palestinienne entre 2008 et 2011. J'en donne un certain nombre d'extraits dans ce livre et qui sont tout à fait éclairants. Je dirais, je ne voudrais pas utiliser des mots trop blessants, mais en tout cas de la confusion qu'il y a au niveau de l'autorité palestinienne entre la défense des Palestiniens réels et l'intérêt bien compris de l'autorité. Ces Palestine Papers sont très faciles d'accès, puisqu'ils ont été tous mis en ligne par le média Al Jazeera. Vous tapez Al Jazeera documents, vous tapez Palestine, et vous allez Palestine Papers. Vous mettez un mot-clé et vous trouvez toute la liste des articles. Et vous assistez, et vous pouvez lire vous-même le compte-rendu de certaines réunions de la cellule de négociation palestinienne. Et là, vous serez éberlué de voir à quel point cette cellule de négociation est soumise aux Israéliens et aux Américains, transmettent leur compte-rendu, notamment aux Américains directement, et font de la politique en recherchant à travers les négociations ce qui pourrait nuire à ceux qui sont à Gaza et qui dirigent Gaza. Donc il y a véritablement une compromission
qui n'est pas le fait peut-être de tous les individus, et c'est sûrement même le cas, puisqu'en final, Mahmoud Abbas a été contraint à adhérer à la Cour pénale. Mais il a fallu encore 3 ans et demi avant qu'il porte plainte, alors qu'il aurait pu le faire dans la foulée. Donc, vous voyez, il y a un véritable combat dans l'autorité palestinienne. Selon vous, cette paralysie volontaire, cet immobilisme volontaire de l'autorité palestinienne et celle de Mahmoud Abbas que vous dénoncez dans votre ouvrage, c'est pour une question de financement de l'autorité palestinienne. Ils sont dépendants totalement de... Je crois qu'il faut leur poser la question. Parce qu'ils considèrent que Gaza est un ennemi plus important pour eux. Gaza et le Hamas sont un ennemi plus important pour eux que l'autorité israélienne ou américaine. Oui, c'est un peu ça. Je crois qu'il faudrait leur poser la question à Salman El-Herfi. Mais pour vous donner une idée du degré de dépendance, je voudrais utiliser une image. Saeb Erekat est négociateur palestinien avec les Israéliens, négociateur palestinien quasiment, on pourrait dire, à vie, puisque ça fait 27 ans. Est-ce que vous pensez réellement qu'une cellule de négociation sur un dossier aussi lourd doit être confiée à la même personne avec des échecs permanents pendant 27 ans successivement? Donc il y a une compromission du côté de l'autorité palestinienne qui est indiscutable, mais en même temps, et je l'avais dit d'ailleurs à Salman El-Herfi qui en était bien d'accord, il faut reconnaître qu'ils ont réussi finalement à pousser Mahmoud Abbas à adhérer à la Cour et 3 ans et demi après à porter plainte. Et c'est grâce à cet apport politique que Fatou Bensouda nous produit un mémoire de 112 pages sur l'ouverture d'enquête dans la situation de l'État de Palestine. Situation de l'État de Palestine, c'est-à-dire que la Palestine a adhéré en tant qu'État au sens du statut, ce qui ne présume absolument pas des frontières. Et cet État de Palestine a eu un poids politique pour pouvoir franchir la barrière du procureur que n'avaient pas les simples plaintes individuelles. Un auditeur, bonsoir messieurs, la foi aveugle de votre invité dans le droit international est confondante. Le droit international ne s'applique qu'à des nains politiques, entre guillemets, nous dit-il, Serbie, Rwanda, etc. Ce n'est pas le cas d'Israël, car le soutien des USA sera toujours là. Ni la Chine, ni la Russie, ni les USA ne seront jamais mis en cause dans cette institution aussi impuissante que la SDN avec l'Allemagne ou le Japon. Alors là, déjà, vous avez la réponse. Les États-Unis sont mis en cause, puisque dans l'affaire d'Afghanistan, une enquête effective est ouverte. Et cette enquête effective, elle est la suite d'un énorme travail de pré-enquête. Et moi, j'ai lu les 180 pages de la pré-enquête, qui sont pratiquement une liste de références apportées par des personnes, par des organismes, par des ONG, par des individualités. C'est d'une richesse exceptionnelle. Tout le dossier a été épluché avant de prendre la décision d'ouvrir une enquête. Les procès, par exemple, qui ont eu lieu aux États-Unis contre un certain nombre de militaires américains qui avaient commis des exactions, ces procès ont été analysés et ont été jugés nuls et non avenus par la Cour pénale internationale. Autrement dit, la mise en cause, elle est déjà là. Je réponds à notre auditeur. D'abord, il ne faut jamais dire jamais. Ou alors, ça coupe toute... Et donc, Fatou Bensouda a prouvé qu'elle était capable de le faire. Et lorsqu'un certain nombre de responsables israéliens, et les listes ont déjà été constituées, non pas par la Cour pénale, mais par l'État d'Israël lui-même, qui a déjà constitué ces listes de personnes à risque qui devaient éviter de voyager. Vous voyez, on voit bien que tout ça joue progressivement, ça joue sur l'opinion publique. Vous voyez, imaginez-vous, Monsieur Delcourt, que vous soyez dans un pays où on vous dise que vos dirigeants sont des criminels de guerre et on va le prouver à la Cour pénale. Ça va peut-être vous faire réfléchir. On peut penser que l'opinion israélienne... Donc c'est tout ce travail qui avance. Et là, je rejoins ce que vous disiez en démission. Le fait qu'on en parle peu ne va pas dans le bon sens, parce qu'au contraire, le débat devrait être largement entamé, et les fournisseurs d'armes comme nous, ceux qui achètent des produits tirés de la Cisjordanie occupée, ce qui est un crime de guerre, les produits qui sont vendus à partir de la Cisjordanie en Europe sont totalement illégaux en matière de droit, et pour l'instant, le procès de ces produits illégaux n'a pas eu lieu. Donc au contraire, les choses avancent. L'ONU a condamné. Elle a condamné, mais le procès n'a pas eu lieu. Le procès n'a pas eu lieu. C'est une condamnation politique.
Je vous propose que vous donniez quelques exemples de constitution des différentes plaintes. Qu'y a-t-il dans ces plaintes? Et comment constitue-t-on les dossiers? Alors, c'est une très bonne question. Vous avez les plaintes individuelles privées. C'est intéressant d'ailleurs de voir, je le raconte dans mon livre, comment Israël a appréhendé ces plaintes. Israël craint énormément les plaintes individuelles privées parce qu'il n'a pas de prise sur ces plaintes individuelles privées. Les plaintes individuelles privées, ce sont des plaintes de type, je dirais, crime crapuleux, c'est-à-dire quelqu'un est tué ou sévèrement blessé. Eh bien, il va falloir apporter à la Cour pénale tous les éléments qui vont bien prouver que c'est la partie adverse qui est responsable. C'est-à-dire que, si l'on prend l'exemple facile à comprendre, des marches du retour avec ces milliers de manifestants qui s'approchent de la barrière israélo-palestinienne et ces jeunes qui sont tués, il y a des équipes maintenant, et ça date de 2014 et elles se sont renforcées. Ce sont des équipes qui ont été entraînées, professionnalisées, instruites, qui ont subi des formations et qui ont fait des formations autour d'eux. Donc c'est toute une escouade d'enquêteurs. Vous avez des enquêteurs sur le terrain, un jeune tombe, tout de suite on se précipite, on enregistre l'heure, la situation où a eu lieu l'incident, on recueille les noms et les téléphones de tous les témoins. Tous ces témoins seront convoqués par la suite, on leur demande d'apporter leurs vidéos, tous les éléments sur place. Après, le blessé ou le mort est transporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, vous avez une deuxième équipe qui pose des questions. Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Pour qu'on puisse les joindre et avoir des témoignages. Après, vous avez l'étape au bloc opératoire avec des gens qui recueillent des fragments d'obus, de balles. Il va y avoir le compte-rendu du chirurgien. Si le patient décède, le compte-rendu de la mort, le compte-rendu de l'autopsie. Et vous voyez que c'est toute une masse de documents pour un seul dossier qui va être joint. Tout ça, ça va prendre du temps puisque les témoins vont être convoqués. Il faut 30 minutes par témoin environ. Donc vous avez des bureaux dans tous les hôpitaux où on se charge de convoquer les témoins, d'enregistrer leur identité, leur déclaration, les papiers, les mails, les adresses, les téléphones, que sais-je. Tout ça, c'est fait en arabe. Donc il faut des traducteurs de très grande qualité pour pouvoir mettre tous ces documents en anglais. Et à ce moment-là, donc vous imaginez les plaintes individuelles, quand j'avais fait le dernier pointage, les plaintes individuelles des Gazaouis, c'était 2400 dossiers. Donc vous imaginez comment gérer ces 2400 dossiers pour aboutir à un produit qui soit intelligible par les juges. Si l'on doit, c'est un peu la description de souffrance, d'épreuve et d'horreur, mais si vous deviez en quelque sorte faire des catégories dans ces plaintes, vous venez d'évoquer les marches du retour, ou là vous l'évoquez dans votre livre, Christophe Oberlin, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, ces marches du retour, c'est à partir de 2018, où on a des journées où l'armée israélienne tire à balles réelles sur des manifestants, des civils, des enfants, etc. Et une journée, 17 morts, par exemple. Jusqu'à 60, oui. Pardon ? Jusqu'à 60 morts dans une seule journée. 60 morts dans une seule journée. Ça, c'est un exemple avec des centaines de morts, donc de tués, et des milliers de blessés pour ces marches de retour. Quels autres exemples pourriez-vous donner ? Parce que il faut que nous comprenions aussi l'ampleur des horreurs qui justifie le fait que la Cour pénale internationale ait décidé, à travers son procureur, Mme Bensouda, à ouvrir cette enquête. Écoutez, il y a d'autres types de plaintes. Le crime de siège, par exemple. Le crime de siège, le siège se décline sous la forme d'énormément de contraintes. Par exemple, les patients qui souhaitent ou qu'on décide pour un défaut de capacité médicale d'évacuer, lorsque ces patients sont refusés de sortir et qu'ils décèdent. Et il y a évidemment, malheureusement, des listes et des listes de patients, en particulier d'enfants, qui sont décédés à la suite de cancer parce qu'ils ne pouvaient pas être sortis de la bande de Gaza, car notamment, bien malgré la qualité de la médecine à Gaza, Israël n'autorise pas la radiothérapie. Donc la radiothérapie, c'est un pan entier du traitement anticancéreux. Des listes de patients sont constituées qui sont décédés. Mais là, vous imaginez qu'il faudra, le jour venu, sortir des dossiers médicaux, qu'il y aura des discussions d'experts. Donc c'est quelque chose qui sera difficile à gérer, mais qui existe.
le crime de siège, tous les accidents qui sont liés au défaut d'électricité, les incendies. Il y a énormément de choses qui entreront dans ce dossier. Il n'y aura pas simplement que des plaintes de victimes d'armes à feu. Les armes interdites, c'est un dossier avec les obus à fléchettes, avec l'utilisation d'uranium enrichi, avec aussi l'utilisation de gaz, par exemple. Et là aussi, c'est une question qui sera très, très spécialisée parce que ces gaz, eh bien, pour en apporter la preuve, des gaz neurotoxiques, des prélèvements sont faits dans le sang et dans les urines des victimes, sont entreposés. Donc vous voyez qu'il y a un champ absolument énorme. Dans votre livre précédent, qui avait fait l'objet d'une émission, L'échange, vous évoquiez la situation et le traitement des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Est-ce que ça fait l'objet aussi d'une plainte à la Cour pénale? Alors là, si vous voulez, une fois que l'enquête sera... Il y a un certain nombre de plaintes de dossiers qui sont parvenus, mais une fois que l'enquête sera ouverte, il y a toute une série d'autres volets qui vont abonder, si vous voulez, le dossier, et en particulier le dossier des prisonniers. Le dossier des prisonniers, on en a fait une allusion tout à l'heure. Après 1967, pendant une période très courte, Israël a considéré que les prisonniers palestiniens étaient des prisonniers de guerre. Et puis, il y a eu un arrêt dont j'ai oublié le nom, en 1968, qui a décrété que tous les prisonniers palestiniens étaient des prisonniers de droit commun, ce qui est tout à fait absurde. La Cisjordanie est occupée, un territoire est occupé, donc les mouvements de libération ou de résistance, ce sont des combattants, et le droit contre les combattants est complètement différent. Donc le dossier des prisonniers palestiniens sera un énorme dossier, indépendamment de la détention administrative qui permet de garder quelqu'un en prison toute sa vie sans jugement. Le simple fait de savoir si on passe de la 3e à la 4e Convention de Genève, ou plutôt de la 4e à la 3e, sera un dossier très très important. Pourquoi Mahmoud Abbas change-t-il d'avis et fait en sorte qu'en janvier 2015, la Palestine adhère à la Cour pénale internationale? Ce qui va tout changer, qui va permettre le dépôt des plaintes, justement. Absolument. Pourquoi ce changement? Écoutez, c'est un chapitre que je traite dans mon livre. Vous savez, comme dans tous les états-majors politiques, il y a des avis différents. Mahmoud Abbas avait constitué un comité pour savoir si on allait y aller, si on n'allait pas y aller, un comité de 38 membres. Vous savez que souvent on fait un comité pour enterrer les choses. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Mais en dernier recours, quel que soit l'avis du comité qui, globalement, d'après ses membres que j'ai interrogés, globalement était en faveur d'une ouverture d'enquête, eh bien, en finale, une phrase que l'on entend très souvent, en finale, c'est Abbas qui décide de tout. Et donc, lui a différé jusqu'en janvier 2015 l'adhésion, et après, il a différé le dépôt de plainte jusqu'en mai 2018. C'est-à-dire il y a eu 3 ans et demi dont un retard ne peut pas être incriminé à Fatou Bensouda. Alors pour quelles raisons? Là encore, toujours les mêmes raisons, vous pensez? Certainement, il y a eu un petit livre qui a été écrit par une chercheuse qui s'appelle Sarah Daoud, qui a fait un mémoire de sciences politiques sur le sujet. Et le titre de son petit livre est assez édifiant. C'est l'adhésion à la Cour pénale, une stratégie en vue de la reconnaissance. C'est-à-dire que finalement, on a fait de la politique avec cette adhésion, on a laissé de côté les victimes de Gaza et on s'est dit on va s'en servir pour essayer de devenir de plus en plus un État, etc. C'était de la politique alors qu'il aurait mieux fallu faire du droit directement. Nous avons un auditeur, une auditrice, qui vous pose cette question. Pouvez-vous nous parler du fait que la Knesset, donc la Chambre israélienne, a nommé récemment une coordinatrice parlementaire spéciale pour les questions relatives à la Cour pénale internationale? La députée Michal Kotler-Wunsch, qui est une juriste, qui est la fille d'un ancien ministre de la Justice canadienne, nous dit cette auditrice. Pouvez-vous nous expliquer également qui serait en mesure d'aller arrêter des officiels américains ou chinois condamnés par la CPI? Bon, là, il y a 2 questions. La première question m'a fait sourire parce que j'ai appris comme cette dame, comme l'auditrice, par la presse israélienne, la nomination. Et le titre d'ailleurs de l'article m'a vraiment fait sourire, m'a fait rire dans les temps qui courent, pour aller batailler à la Cour pénale ou défendre Israël. Israël nomme une femme.
Une femme, comme si une femme était différente d'un homme pour... voilà, bon, c'était un titre vraiment un peu macho qui m'a choqué. Bon, il est clair que Israël travaille depuis longtemps sur ce dossier, quoi qu'il en dise, et en particulier des contacts ont eu lieu depuis le début du profil d'une ouverture d'enquête, depuis le début de l'enquête préliminaire. Et d'ailleurs, la preuve peut facilement en être apportée par le fait que avant que Fatou Bensouda, le 20 décembre, produise son mémoire où elle annonçait une ouverture d'enquête, eh bien, le procureur général d'Israël, Aviram Mandelblit, avait produit son texte lui-même en réponse à Fatou Bensouda. Et pour des raisons que l'on peut pas, peut-être simplement administratives, il se trouve que le texte israélien est sorti quelques heures avant le texte de la procureure. Donc on voit bien que tous les arguments, toutes les discussions ont déjà eu lieu. Et cette nomination, je dirais, c'est un petit peu pour les galeries. La deuxième partie de la question, pouvez-vous nous expliquer également qui serait en mesure d'aller arrêter des officiels américains ou chinois condamnés par la Cour pénale internationale? Écoutez, si vous pensiez il y a 50 ans que jamais on arriverait à traiter une leucémie et qu'on vous posait la question qui va traiter la leucémie, vous aurez dit oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'espoir, mais est-ce que ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de trouver un traitement contre la leucémie? Là, la réponse est la même. Bien entendu, en s'attaquant à la puissance américaine, on s'attaque à l'Everest. Mais il n'empêche que, à la violence même de la réaction de certains au niveau des autorités américaines, on se rend compte que le bas blesse. Et les Américains, dans leur ensemble, ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui représentent quand même une partie des Américains, eux aussi, imaginez que la France soit menacée très sérieusement au niveau de la Cour pénale internationale, l'opinion française aurait tendance à s'intéresser un peu à la question. Donc il faut voir tous les effets secondaires qui sont positifs. Il n'y a pas que l'arrestation et la condamnation, c'est pas vrai, c'est tout un processus et c'est ça qui est le plus important. Alors, l'autorité palestinienne porte cette plainte fin 2018. Le 23 mai 2018. 23 mai. 23 mai, oui. Précisément, en effet, mai 2018, 23 mai 2018, c'est l'activation de l'article 14, c'est le titre de votre chapitre avec donc, tous ces éléments constitutifs, individuels et autres, qui constituent le fond de cette plainte. C'est au moment aussi des manifestations, des marches du retour, je crois. Donc on est qui ont sûrement joué un rôle d'ailleurs dans la décision. La décision de l'autorité palestinienne et d'Abbas ne pouvait sans doute plus... Il n'y avait plus certainement d'arguments raisonnables pour résister, j'imagine, au dépôt de... Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem aussi, qui avait commencé déjà à faire bouger les lignes. Mais en quoi le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem a-t-elle pu... C'est une manière de réagir aussi pour Mahmoud Abbas, peut-être, contre cette décision qu'il a critiquée. Alors, j'imagine, c'est dans ce sens-là que vous le dites. Pour ce transfert, il y a deux choses à dire quand même. La première déjà, c'est qu'elle avait été actée bien avant M. Trump. Les années 95, ça avait été prévu, mais ça n'avait pas été fait. Il y a eu un vote du Congrès, je crois, sur cette question. Et la deuxième, du côté palestinien, c'est que Jérusalem a une dimension religieuse qu'il faut absolument prendre en compte pour voir les réactions. Et donc, c'était véritablement, je dirais, la goutte d'eau qui a obligé Abbas à réagir très, très fortement. La bombe de Mme Bensouda, c'est donc la décision d'ouvrir une enquête toute récente, en décembre 2019. C'est l'avant-dernier chapitre de votre livre, Christophe Oberlin, dont je rappelle le titre, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale d'enquête, aux éditions Éric Bonnier. En effet, c'est ce qui sans doute les attend, en tout cas, suite à cette décision d'ouvrir une enquête. Quelle est la réaction? Vous avez parlé du dossier israélien qui était prêt depuis quelque temps. Quelle est la réaction des Israéliens face à cette ouverture d'enquête, qui est quand même quelque chose de très grave, parce que ça va probablement aboutir à l'étape suivante, que vous allez d'ailleurs nous exposer. C'est très grave pour les dirigeants israéliens. Quelle est leur réaction?
Alors, la réaction, d'abord, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'étudier le phénomène Fatou Bensouda. Je dois dire que cette dame me fascine de plus en plus parce qu'on pourrait dire qu'elle a bien caché son jeu. Elle nous a tous eus. Qui pensait le 20 décembre qu'elle allait décider, qu'elle allait faire un communiqué en disant « Voilà, ça fait 5 ans que mon bureau travaille. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons assez d'éléments pour ouvrir une enquête. » Qui l'aurait pensé? Et je dirais que ni la partie palestinienne ne l'avait imaginé, ni les observateurs. Concernant la partie palestinienne, le principal conseiller juridique international de l'autorité palestinienne, qui est John Dugard, qui est un ancien magistrat sud-africain, un vétéran des cours pénales, lutte contre l'apartheid, une personnalité mondialement respectée. John Dugard, une huitaine de jours avant l'annonce de Fatou Bensouda, a fait un discours à l'Assemblée générale des États partis en critiquant Fatou Bensouda d'une manière, je dirais, éhontée parce qu'il l'a même attaqué dans sa vie personnelle. Vous voyez, c'était des attaques extrêmement violentes. Alors que le procureur de la Cour pénale, il faut quand même garder ça en point de vue, il est du côté des Palestiniens. C'est lui qui va ouvrir une enquête pour les crimes pratiqués essentiellement contre les Palestiniens. Donc, critiquer Fatou Bensouda, y compris sur son passé politique, en Gambie, etc., c'était particulièrement malvenu. Et voilà que quelques jours après, eh bien, elle annonce une ouverture d'enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité palestinienne n'avait absolument pas anticipé cette ouverture d'enquête. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En ce qui concerne Fatou Bensouda, elle avait définitivement enterré l'affaire du Mavi Marmara, ces 9 citoyens turcs assassinés dans les eaux internationales par Israël en 2010. Une ouverture avait été demandée, c'était les îles Comores, qui propriétaires du bateau, du pavillon de complaisance, donc combien de divisions, vous voyez. Donc ça n'avait pas un poids politique énorme, et Fatou Bensouda, par 2 fois, avait répondu à la Cour « Je ne l'ouvrirai pas d'enquête ». Le crime n'est pas assez quantitativement suffisant, et la Cour s'est battue, y compris la Chambre d'appel, contre Fatou Bensouda pour qu'elle ouvre une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Et elle a clos définitivement le dossier, et 11 jours très exactement après, elle ouvrait le dossier sur la situation de l'État de Palestine. Donc, elle nous a tous complètement, on s'est fait avoir, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, en ce sens qu'elle nous a trompés. Elle avait un énorme dossier à ouvrir, elle ne voulait pas s'embêter avec autre chose, avec des sous-dossiers. Et étant donné l'ampleur du dossier qu'elle a ouvert, a posteriori, on peut la comprendre. 2 questions que j'aimerais vous poser. La première, c'est les arguments d'Israël en réaction. Ce dossier est notamment un argument qui est un argument important. La Palestine n'est pas un État. Et puis la deuxième question, c'est la suite. Quelle suite? Alors, l'argument d'Israël... 4 minutes, l'argument d'Israël sur le plan juridique est d'une pauvreté absolue, puisque la Palestine n'est pas un État souverain, donc elle ne peut pas se plaindre. Voilà, ça tient vraiment en une phrase. C'est la seule argument pseudo-juridique qui est donné par Israël et par le lobby pro-israélien, dont on fait partie d'ailleurs Robert Banater, qui a repris exactement le même argumentaire. Et d'ailleurs, l'argument du procureur général d'Israël ne fait qu'une 30aine de pages, ce qui est très très peu. La Palestine n'est pas un État souverain. Alors le mot souverain ne figure nulle part dans le statut de Rome, et le caractère étatique, on le sait depuis les conventions de la Haye de 1907 que vous avez citées tout à l'heure, il n'est absolument pas nécessaire d'être un État souverain pour être un État. Vous voyez, l'état d'occupation ne retire pas le caractéristique de l'État. L'État repose sur le peuple, sur la population. Et par exemple, l'État allemand n'a pas disparu pendant l'occupation de la France de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'État était toujours là, l'occupation s'est faite selon les règles et l'occupation terminée, l'État a retrouvé toute sa souveraineté. Donc c'est une discussion sur le plan juridique qui n'a pas lieu. Par ailleurs, la Palestine ayant été acceptée comme État partie de la Cour pénale, elle a tous les droits et tous les devoirs. Et il y a un article qui est l'article 120, le plus court du statut de Rome, qui dit
il n'y a pas d'exception dans les droits et les devoirs, je résume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des adhérents qui auraient un peu plus de droits ou un peu moins de droits que les autres. Donc l'argumentaire de M. Badinter en droit ne tient absolument pas. Et c'est le seul argument de la partie israélienne. C'est le seul. Donc c'est extrêmement pauvre. Les autres États, comment réagissent-ils ? Alors, les autres États, ils réagissent. Il y a ceux qui ne disent rien, c'est-à-dire qui considèrent que les choses avancent, et c'est le cas en particulier de l'Union européenne qui n'a pas appuyé les différentes étapes, les discussions qui ont lieu en ce moment. Elle a simplement pris parti contre les autorités américaines qui ont décidé de sanctionner et de pénaliser certains juges de la Cour pénale, certains magistrats. Il nous reste 2 minutes. Christophe Oberlin, en votre compagnie, je rappelle le titre de votre livre, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête aux éditions Éric Bonnier. Suite à cette décision, cette bombe Bensouda, en quelque sorte, qui a surpris tout le monde, vous y compris, et Christophe Oberlin, quelle est la suite de cette histoire ? Alors la suite, c'est que Fatou Bensouda a demandé à la Cour de confirmer le territoire sur lequel elle allait enquêter. Elle a proposé Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Et également la juridiction, le fait que la Cour ait juridiction sur ces 3 territoires. Et dans son mémoire de 112 pages, elle donne déjà la réponse, une réponse en droit, argumentée en droit. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cette question, Fatou Bensouda cherche à élargir au tribunal la décision d'ouvrir une enquête. Elle n'en a absolument pas besoin, n'a pas besoin que la Cour lui réponde d'une manière ou d'une autre. Elle peut parfaitement ouvrir une enquête, même si la Cour, ce qui n'arrivera pas, était contre cette ouverture d'enquête. Mais en tout cas, elle demande l'appui de cette Cour, et on comprend, car c'est une position extrêmement difficile à supporter, et la Cour, pour l'instant, prend du temps à répondre, parce que la Cour est bien consciente qu'il s'agit d'une décision historique, et elle aimerait bien que le texte en réponse soit à la hauteur du mémoire de Fatou Bensouda. Christophe Oberlin, merci beaucoup pour toutes vos explications autour de votre livre « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête aux éditions Éric Bonnier ». Malheureusement, nous n'avons pas le temps de lire tous les messages. Dernier message d'un auditeur qui vous félicite pour votre courage. Merci à vous, Christophe Oberlin. Très bonne soirée. Merci Thierry Delcos.